Et si une simple semaine suffisait pour transformer profondément votre manière de vivre? En testant 10 habitudes inspirées du stoïcisme, j'ai découvert un nouveau regard sur le quotidien. Moins de stress, plus de clarté, une force intérieure que je ne soupçonnais pas. Cette philosophie millénaire m'a offert des outils concrets pour affronter les défis avec calme et lucidité. Chaque jour, une pratique différente et des effets immédiats. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ces 10 habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Pas de théories abstraites, mais des gestes simples, applicables dès aujourd'hui, pour retrouver votre centre au milieu du chaos. Le stoïcisme n'est pas une mode, c'est une manière de se reconnecter à l'essentiel. Vous verrez qu'en une semaine, tout peut déjà commencer à changer. Prêt à expérimenter ce changement profond? Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Habitude 1. Gratitude quotidienne comme ancrage intérieur. Imagine commencer et terminer ta journée en remarquant les petites choses qui te font du bien. Un café chaud, un rayon de soleil, ou même le simple fait de respirer sans effort. Ces détails semblent insignifiants, mais ils sont partout. Pourtant, on les oublie souvent. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on désire, mais dans ce qu'on a déjà. Et la gratitude, c'est l'outil qui nous aide à le voir. Prends l'habitude de noter 3 choses qui t'ont touché dans ta journée. Pas besoin d'écrire un roman, un mot, une phrase, ça suffit. Ce peut être la gentillesse d'un inconnu, un repas savoureux ou un moment de calme rare. En faisant ça, tu entraînes ton esprit à chercher le bien plutôt qu'à ruminer ce qui manque. Petit à petit, ça change tout. Le cerveau adore se plaindre. C'est comme un muscle qui se contracte tout seul. Mais la gratitude, c'est l'étirer doucement pour qu'il se détende. Au lieu de t'endormir en repensant à ce qui a mal tourné, tu fixes ton attention sur ce qui a été bon. Et devine quoi? Moins de stress, moins de comparaisons toxiques, moins de ce sentiment d'être toujours en retard sur la vie. Les stoïciens disaient que le bonheur ne dépend pas des événements, mais de notre façon de les interpréter. Un même jour peut être banal ou rempli de cadeaux, selon où tu poses ton regard. En t'entraînant à la gratitude, tu ne changes pas ta vie, tu changes tes lunettes. Et soudain, tout devient plus clair, plus léger. Et c'est ce soir, avant de dormir. Ferme les yeux et pense à 3 choses simples qui t'ont apporté de la joie ou du réconfort. Un appel avec un ami, la chaleur de ta couette, le goût de ton dessert. Ce n'est pas naïf, c'est stratégique. Parce que ce sur quoi tu te concentres grandit. Et si tu nourris la gratitude, elle grandira plus vite que les soucis. Tu remarqueras aussi que plus tu pratiques, plus tu trouves de raisons d'être reconnaissant. Comme si ton esprit devenait un détecteur de beauté cachée. Un enfant qui rit, une musique qui te donne des frissons, une tâche enfin terminée. Tout compte. Et plus tu collectionnes ces moments, moins tu as envie de te mesurer aux autres. La comparaison est un piège sans fin. Il y aura toujours plus riche, plus mince, plus réussi. Mais la gratitude, elle, te ramène à toi. À tes propres victoires, petites ou grandes. Elle te rappelle que tu as déjà ce que d'autres rêvent d'avoir. Un toit, de la nourriture, des gens qui comptent. Et ça, c'est un pouvoir que personne ne peut te prendre. Bien sûr, certains jours seront gris, et trouver de la gratitude demandera plus d'efforts. Mais c'est justement là qu'elle est précieuse. Même dans l'épreuve, il y a souvent une lueur, une leçon, une main tendue, ta propre résilience. Les stoïciens ne fuyaient pas les difficultés, ils y trouvaient du sens. La gratitude t'aide à faire pareil. Alors, pourquoi ne pas essayer pendant une semaine? Sans attente, juste pour voir. Le soir, au lieu de scroller sans fin, prends 2 minutes pour respirer et nommer tes 3 gratitudes. Pas de pression si c'est toujours la même chose. L'important, c'est la répétition. Comme une graine qu'on arrose chaque jour, jusqu'à ce qu'elle pousse sans qu'on y pense. Au final, la gratitude n'est pas qu'une habitude, c'est une façon de vivre. Elle ne nie pas les problèmes, mais elle t'empêche de les laisser tout envahir. Et c'est ça, la magie du stoïcisme appliqué.
transformer l'ordinaire en extraordinaire, juste en changeant de perspective. Alors, prêt à cultiver ton jardin intérieur? Habitude 2. Visualisation négative pour la résilience mentale. Et si, au lieu de redouter le pire, tu l'affrontais volontairement dans ton esprit? Imagine perdre ton emploi, échouer à un projet important ou recevoir des critiques acerbes. Sur le moment, ça semble angoissant, mais c'est justement l'exercice que les stoïciens pratiquaient pour rester imperturbables. Cette habitude s'appelle la préméditation des mots, et elle est bien plus puissante qu'elle en a l'air. Le but n'est pas de devenir pessimiste, mais de désarmer la peur. Quand tu visualises calmement les scénarios qui t'effraient, quelque chose de magique se produit. Ils perdent leur pouvoir sur toi. Tu réalises que même dans le pire des cas, tu pourras t'adapter, rebondir ou au moins survivre. C'est comme un vaccin mental, une petite dose d'adversité imaginaire pour te protéger contre la panique réelle. Prends l'exemple d'une présentation importante. Au lieu de trembler à l'idée d'un trou de mémoire ou de questions difficiles, imagine-le délibérément. Que ferais-tu si ça arrivait? Peut-être sourire, respirer et reprendre. En anticipant l'échec, tu prépares ton esprit à réagir avec calme plutôt qu'à s'effondrer. Et souvent, tu te rends compte que ce pire cas n'est pas si terrible après tout. Cette pratique a un effet secondaire surprenant. Elle cultive la gratitude. En envisageant la perte d'un être cher, d'un confort, d'une opportunité, tu redécouvres la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Comme si tu te disais « tout cela peut disparaître, alors autant en profiter maintenant ». Les stoïciens appelaient ça la mort fati, aimer ce que la vie t'offre, précisément parce que rien n'est garanti. Bien sûr, il ne s'agit pas de ruminer des scénarios catastrophes toute la journée. Quelques minutes suffisent. Pendant ton café du matin, demande-toi « qu'est-ce qui pourrait vraiment mal tourner aujourd'hui et comment je réagirais ?» Ensuite, passe à autre chose. Tu verras que les obstacles réels te sembleront plus légers, parce que ton esprit les a déjà traversés en version entraînement. Un autre avantage, la visualisation négative t'apprend à distinguer ce que tu contrôles de ce qui échappe à ton pouvoir. Tu ne peux pas éviter les critiques, mais tu peux choisir comment y répondre. Tu ne maîtrises pas les résultats, mais tu peux donner le meilleur de toi-même. En acceptant cette frontière, tu gagnes une sérénité que peu de choses pourront ébranler. Les peurs non examinées grandissent dans l'obscurité de notre esprit. La visualisation négative, c'est allumer la lumière pour voir qu'elles ne sont pas des monstres, juste des ombres. Une fois que tu as envisagé froidement ton pire cauchemar, il devient un défi à relever, pas une fatalité. Et ça, c'est la base de la résilience stoïcienne. Certains croient que cette habitude rendra le monde plus sombre. En réalité, c'est l'inverse. En apprivoisant les difficultés potentielles, tu libères de l'espace pour apprécier le présent. Tu n'es plus paralysé par « et si ?» parce que tu as déjà eu cette conversation avec toi-même. Et souvent, la réalité est bien plus douce que ce que ton imagination avait prévu. Pour commencer, choisis une peur qui te tente, une vraie, pas une hypothèse lointaine. Visualise-la en détail, puis écris ta réponse stoïcienne. Même si cela arrive, je peux. Garde ce texte sous la main. Quand l'anxiété reviendra, relis-le. Petit à petit, tu transformeras tes peurs en plan d'action et l'incertitude en terrain de jeu plutôt qu'en piège. Au final, la visualisation négative n'est pas une pratique morbide, mais un exercice de liberté. Elle te rappelle que tu es plus fort que tes circonstances et que la paix intérieure ne vient pas d'un monde parfait, mais d'un esprit préparé. Comme disait Sénèque, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Alors, prêt à regarder tes peurs en face pour mieux les dompter? Habitude 3. Transformer l'obstacle en opportunité. La vie nous envoie constamment des défis, des revers et des moments difficiles. Au lieu de les voir comme des ennemis, le stoïcisme nous invite à les considérer comme des professeurs. Chaque obstacle cache une leçon, chaque échec une chance de grandir. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous en faisons. Et si nous changeons notre regard,
nous découvrons que les pierres sur notre chemin peuvent devenir les marches de notre ascension. Prends l'exemple d'un projet qui échoue. La réaction naturelle est souvent la déception, voire la colère. Mais que se passerait-il si tu te demandais « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Peut-être découvriras-tu une faiblesse à corriger, une nouvelle direction à explorer, ou simplement une preuve de ton courage. Les stoïciens croyaient que rien n'est entièrement négatif si nous savons en extraire la sagesse cachée. Les difficultés sont comme un feu qui nous forge. Imagine un athlète qui s'entraîne chaque jour, repoussant ses limites malgré la fatigue. Ce n'est pas la facilité qui le rend plus fort, mais l'effort constant. De la même manière, les épreuves de la vie nous offrent une occasion unique de développer notre résilience, notre patience et notre créativité. Sans elles, nous resterions à la surface de notre potentiel. Cette habitude ne consiste pas à nier la douleur ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit plutôt de refuser de rester bloqué dans le rôle de victime. Quand tu fais face à un problème, pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage? Parfois, la réponse sera évidente. D'autres fois, il faudra du temps pour la trouver. Mais simplement se poser la question ouvre déjà des portes insoupçonnées. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont transformé leurs échecs en tremplin. Un licenciement qui devient l'occasion de créer sa propre entreprise, une maladie qui révèle une force intérieure insoupçonnée, une critique qui pousse à s'améliorer. Ces personnes ne sont pas différentes de toi. Elles ont simplement choisi de voir dans l'adversité non pas une fin, mais un nouveau commencement. Bien sûr, certaines épreuves semblent insurmontables sur le moment. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration. Le stoïcisme ne demande pas d'étouffer ses émotions, mais de ne pas leur donner le dernier mot. Après avoir traversé la tempête, retourne-toi et demande-toi « Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même ? Comment m'a-t-elle fait évoluer ?» Tu seras surpris de constater à quel point les moments les plus sombres ont souvent été les plus instructifs. Pour pratiquer cette habitude au quotidien, commence par les petits obstacles. Un retard dans les transports, profitant pour lire ou méditer. Une tâche ennuyeuse, voilà comme un exercice de patience. Petit à petit, ton esprit commencera à chercher automatiquement l'opportunité cachée derrière chaque difficulté. Cela deviendra une seconde nature, un réflexe qui te rendra plus fort face aux grands défis de la vie. Le véritable pouvoir de cette approche réside dans la liberté qu'elle offre. Quand tu comprends que tu peux choisir comment interpréter et utiliser ce qui t'arrive, tu cesses d'être le jouet des circonstances. Tu deviens acteur de ta vie, capable de tirer parti même des situations qui semblaient désespérées. C'est cela, la vraie maîtrise stoïcienne. Rappelle-toi que les plus belles œuvres d'art sont souvent nées de la souffrance, les plus grandes découvertes des échecs répétés et les caractères les plus admirables des épreuves surmontées. Ta vie aussi peut devenir une œuvre d'art, à condition d'accepter que le burin des difficultés est nécessaire pour révéler ta véritable beauté intérieure. Alors la prochaine fois qu'un obstacle se dressera sur ton chemin, au lieu de baisser les bras, souris intérieurement. Voici venue l'occasion de montrer ce dont tu es capable, de découvrir des ressources que tu ignorais posséder. C'est dans ces moments que se forge non seulement ton caractère, mais aussi ta légende personnelle. Le diamant ne craint pas la pression, car il sait qu'elle le rendra plus brillant. Et toi? Habitude 4. Liberté face au jugement des autres. Combien de fois as-tu modifié ton comportement par crainte de ce que les autres pourraient penser? Nous portons souvent des masques, nous censurons, nous suivons des chemins qui ne nous ressemblent pas, tout cela pour obtenir l'approbation d'autrui. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante. Nous ne contrôlons pas les opinions des autres, seulement la nôtre. Et c'est en acceptant cela que nous trouvons une liberté authentique. Prends un instant pour observer tes choix récents. Ce vêtement que tu as acheté en pensant à ce qu'on dirait de toi, cette opinion que tu n'as pas osé exprimer, cette activité à laquelle tu as participé par pression sociale. Maintenant, demande-toi, si personne ne pouvait me juger, aurais-je agi différemment? Cette question révèle à quel point nous laissons souvent les autres dicter notre vie sans même nous en rendre compte.
Les stoïciens voyaient le jugement d'autrui comme quelque chose d'aussi insignifiant que le bruit du vent. Ce qui compte, disait-il, c'est de vivre en accord avec ses propres valeurs. Imagine que tu marches dans la rue et que quelqu'un se moque de ta tenue. Son opinion change-t-elle qui tu es? Bien sûr que non. Alors pourquoi lui donner autant de pouvoir sur ton bien-être? Pour pratiquer cette liberté, commence par de petits exercices. Exprime une opinion minoritaire dans une conversation anodine. Porte un vêtement que tu aimes mais qui sort des normes. Refuse poliment une invitation qui ne te tente pas. À chaque fois que tu agis ainsi, tu muscles ton indépendance d'esprit. Tu apprends que le monde ne s'écroule pas quand on cesse de plaire à tout le monde. Un outil puissant consiste à distinguer les faits des interprétations. Quelqu'un te critique? C'est un fait. Mais que cette critique te définisse, cela dépend de toi seul. Comme le disait Épictète, si quelqu'un te dit du mal de toi, ne te défends pas, mais réponds, il ne connaît sûrement pas mes autres défauts, sans quoi il n'aurait pas mentionné seulement cela. Cette légèreté face au jugement est libératrice. Plus profondément, notre peur du regard des autres cache souvent une peur de nous affirmer, d'exister pleinement. Mais souviens-toi, ceux qui jugent le plus sont généralement ceux qui sont eux-mêmes prisonniers du regard social. En choisissant de t'en affranchir, tu deviens un exemple silencieux de courage. Tu montres qu'une autre voie est possible. Bien sûr, cela ne signifie pas devenir insensible ou arrogant. L'idée n'est pas de mépriser les autres, mais de cesser de leur donner un pouvoir exagéré sur nos vies. On peut écouter les conseils avec bienveillance tout en gardant son libre arbitre. La différence est subtile mais essentielle. Tu considères l'opinion des autres comme une information, pas comme une directive. Un bon exercice consiste à imaginer ta vie sur une île déserte. Quelles habitudes garderais-tu? Quelles valeurs deviendraient prioritaires? Cette pensée révèle souvent combien nos comportements sont influencés par le regard social. Maintenant, rapporte cette prise de conscience à ta vie réelle. Quel petit pas peux-tu faire pour te rapprocher de cette authenticité? Au final, personne ne peut te donner ou t'enlever ta valeur. Elle ne réside pas dans les applaudissements ni dans les critiques, mais dans ton engagement à vivre selon tes principes. Plus tu t'exerceras à cette liberté, plus tu découvriras une paix intérieure que rien ne pourra ébranler. Car celui qui n'a plus peur du jugement des autres possède déjà l'une des plus grandes richesses, lui-même. Alors la prochaine fois que tu sentiras la peur du regard social t'envahir, respire profondément et rappelle-toi, ta vie t'appartient. Personne ne peut la vivre à ta place. Personne ne peut en être le juge ultime. Comme le disait Marc Aurèle, il ne t'arrive rien que tu ne sois capable de supporter par ta nature. Et cette nature inclut le droit sacré d'être qui tu es, sans excuse ni masque. Habitude 5. Acceptation du changement comme règle de vie. Le soleil se lève chaque matin, mais jamais exactement de la même façon. Les saisons tournent sans demander la permission. Notre corps, nos relations, nos circonstances évoluent constamment. Pourtant, combien de fois résistons-nous à cette évidence? Le stoïcisme nous invite à une révolution tranquille, non pas subir le changement, mais l'embrasser comme la seule véritable constante de l'existence. Observe un arbre en automne. Il ne se débat pas pour retenir ses feuilles jaunies. Il les laisse tomber avec une grâce naturelle, sachant qu'elles nourriront le sol pour de nouvelles pousses. Nous pourrions apprendre de cette sagesse végétale. Combien de feuilles mortes, situations révolues, relations éteintes, versions de nous-mêmes dépassées, tentons-nous désespérément de retenir? L'amor fati, cet amour du destin cher aux stoïciens, n'est pas de la résignation. C'est un choix actif de voir chaque changement, même douloureux, comme une pièce nécessaire du puzzle de notre vie. Perdre un emploi peut ouvrir à une nouvelle vocation. Une rupture amoureuse permet parfois de se redécouvrir. La maladie nous enseigne souvent ce que la santé ne pouvait montrer. Le secret? Chercher le cadeau caché dans chaque bouleversement. Pratique cet exercice simple. Chaque soir, note un changement qui t'a perturbé dans ta journée. Un plan annulé, une humeur inattendue, une nouvelle inopinée. Puis demande-toi, comment ce changement pourrait-il finalement me servir? Tu seras surpris de voir comment ton esprit, entraîné,
commence à trouver des réponses créatives. Petit à petit, tu développeras une agilité mentale qui transforme les obstacles en tremplins. Les enfants nous donnent une belle leçon. Observe comme ils passent naturellement d'une activité à l'autre, d'une émotion à la suivante. Leur secret, ils n'ont pas encore appris à s'attacher à la permanence. Nous naissons tous avec cette capacité d'adaptation, puis la société nous conditionne à rechercher la stabilité. La bonne nouvelle, nous pouvons retrouver cette souplesse perdue. Le changement devient douloureux quand nous y résistons, comme nager à contre-courant. Mais lorsque nous apprenons à nous laisser porter par le flux, une étrange légèreté apparaît. Nous découvrons que ce n'est pas le changement qui nous fait souffrir, mais notre attachement à ce qui n'est plus. Comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Et c'est précisément ce qui en fait la beauté. Certains jours, accepter le changement demandera un effort conscient. D'autres jours, ce sera plus naturel. L'important est de persévérer dans cette pratique. Avec le temps, tu développeras une confiance profonde. Peu importe ce que la vie t'apportera, tu sauras t'adapter, grandir, trouver ton équilibre dans le mouvement même. Imagine ta vie comme une rivière. Si tu t'accroches aux rives, tu résistes au courant. Si tu lâches prise, tu deviens le courant. Le stoïcisme ne nous apprend pas à contrôler la rivière, mais à nager avec elle. Parfois en eau calme, parfois dans les rapides, mais toujours en mouvement, toujours vivant. Alors la prochaine fois que le sol tremblera sous tes pieds, au lieu de chercher désespérément un point fixe, rappelle-toi. Tu portes en toi la capacité de danser sur ce sol mouvant. Le changement n'est pas ton ennemi, mais ton partenaire de danse le plus fidèle. Et cette danse, c'est précisément ce qu'on appelle vivre. Habitude 6. Focus sur ce qu'on contrôle. Notre esprit ressemble souvent à un jardinier qui s'épuiserait à vouloir contrôler la pluie et le soleil, alors qu'il devrait simplement se concentrer sur l'arrosage et la taille de ses plantes. Le stoïcisme nous enseigne cette distinction cruciale. Il y a ce qui dépend de nous et tout le reste. Passer sa vie à s'inquiéter de ce second domaine, c'est comme essayer de changer le sens du vent au lieu d'ajuster ses voiles. Prends une journée ordinaire. Combien de temps perds-tu à ruminer des choses hors de ton contrôle? Les embouteillages, les retards de transport, l'attitude désagréable d'un inconnu? Maintenant imagine si toute cette énergie était redirigée vers ce que tu peux réellement influencer. Ta réaction à ces événements, ton emploi du temps, ton état d'esprit. Le changement serait radical. Voici un exercice puissant. Dès qu'une préoccupation surgit, demande-toi, est-ce que cela dépend entièrement de moi? Si la réponse est non, visualise mentalement que tu le déposes dans une boîte étiquetée « hors de mon contrôle ». Ce simple geste mental crée une distance salutaire. Tu restes concerné, mais tu cesses de t'en approprier le stress. Petit à petit, cette pratique devient une seconde nature. Nos ancêtres stoïciens comparaient la vie à un jeu de dés. Tu ne contrôles pas le résultat du lancer, mais tu contrôles complètement comment tu joues ta partie. Un mauvais numéro sort, accepte-le avec grâce. Un bon, utilise-le avec sagesse. Cette métaphore s'applique à tout. Tu ne choisis pas la maladie, mais tu choisis comment y faire face. Tu ne contrôles pas les marchés financiers, mais tu contrôles ton épargne et tes dépenses. Le piège moderne consiste à croire que nous contrôlons bien plus que nous ne le faisons réellement. Les réseaux sociaux exacerbent cette illusion, nous donnant l'impression que tout devrait être sous notre emprise. La sagesse stoïcienne, au contraire, nous libère de ce fardeau en traçant une frontière claire entre notre domaine d'action et le vaste monde extérieur. Pratique cette habitude dans les petites choses d'abord. Il pleut pendant ton pique-nique? Contrôles-tu la météo? Non. Mais tu contrôles ton humeur face à cette averse. Un collègue est de mauvaise humeur? Tu ne peux changer son état, mais tu peux choisir comment interagir avec lui. Ces micro-entraînements préparent ton esprit au plus grand défi. Avec le temps, tu développeras un radar intérieur infaillible. Face à toute situation, tu sentiras immédiatement où se trouve ton pouvoir réel. Et tu découvriras une énergie nouvelle, car toute la force gaspillée à vouloir changer l'inchangeable sera désormais disponible pour agir là où tu es véritablement efficace. Cette habitude ne mène pas à l'indifférence,
mais à une action plus ciblée et puissante. Tu cesseras de t'éparpiller en vaines inquiétudes pour concentrer tes efforts sur ce qui compte vraiment. Comme un archer qui ne se préoccupe pas du vent, mais ajuste simplement sa visée, tu deviendras plus précis, plus efficace, plus en paix. La sérénité n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer à travers elles en sachant exactement quelles voiles ajuster. En maîtrisant cette 6e habitude stoïcienne, tu ne contrôleras pas plus le monde, mais tu contrôleras bien mieux ta traversée. Et c'est là que réside la véritable liberté. Imagine ton esprit comme une forteresse. Les événements extérieurs, les critiques, les échecs, les imprévus sont comme des assaillants qui frappent aux portes. Mais ces portes ne s'ouvrent que si tu leur donnes la clé. Le stoïcisme t'apprend à garder cette clé bien en main, à ne l'utiliser que pour ce qui mérite ton attention. Tout le reste, tu peux le laisser dehors, sans culpabilité. Plus tu t'entraînes à cette discipline, plus ta forteresse intérieure devient imprenable, et plus tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment. Prenons un exemple concret. Tu prépares une présentation importante, mais le jour J, le projecteur tombe en panne. La panne ne dépend pas de toi, mais ta réaction, si. Tu peux t'énerver, maudire la technologie ou improviser sans support visuel. Le résultat final dépendra moins de l'incident que de ta capacité à rebondir. C'est ça, le vrai pouvoir. Pas celui de tout contrôler, mais celui de toujours choisir comment répondre. Et chaque fois que tu fais ce choix en pleine conscience, tu renforces ta liberté intérieure. Certains jours, cette distinction semble floue. Un licenciement, une rupture, une trahison, comment ne pas se sentir impuissant? Mais même dans ces moments, il reste une zone de contrôle. Tes pensées, tes valeurs, tes prochaines actions. Tu ne peux pas empêcher la tempête, mais tu peux ajuster tes voiles. Les stoïciens aimaient rappeler que les obstacles révèlent notre caractère. Ce n'est pas parce qu'une situation est hors de ton contrôle qu'elle doit te contrôler. La société nous pousse souvent à l'inverse, à nous sentir responsables de tout, même de ce qui ne dépend pas de nous. Si un ami est fâché, on se demande ce qu'on a mal fait. Si un projet échoue, on imagine qu'on aurait dû tout prévoir. Cette mentalité épuise. Le stoïcisme, lui, offre un soulagement radical. Tu n'es responsable que de tes efforts, pas des résultats. Tu peux tout donner tout en acceptant que l'issue ne t'appartient pas. Un exercice utile consiste à dresser 2 listes, ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Dans la première, tu mettras tes actions, tes paroles, tes priorités. Dans la seconde, les opinions des autres, les événements mondiaux, le passé. Relis cette seconde liste et répète-toi. Ces choses ne méritent pas mon anxiété. Puis concentre-toi sur la première. Au début, ça demande un effort conscient, mais avec le temps, ton esprit s'y habituera. Les émotions difficiles, colère, frustration, peur, surgissent souvent quand nous confondons ces 2 domaines. Quelqu'un t'a blessé? Tu ne contrôles pas ses actes, mais tu contrôles si tu lui donnes une seconde chance ou si tu t'éloignes. Un retard te stresse? Tu ne maîtrises pas les transports, mais tu peux choisir d'utiliser ce temps pour lire ou méditer. En recentrant ton attention sur tes leviers d'action, tu reprends le pouvoir sur ton bien-être. Cette habitude transforme aussi tes relations. Combien de conflits naissent parce qu'on essaie de changer l'autre? Le stoïcisme propose une approche différente. Concentre-toi sur ton propre comportement, tes propres limites. Au lieu de dire « tu devrais être plus attentionné », demande-toi « quelles actions puis-je prendre pour me sentir mieux ?» Cette subtile shift change tout. Tu quittes le rôle de victime pour devenir acteur de ta vie. Même dans les petites choses du quotidien, cette pratique porte ses fruits. La file d'attente trop longue, le serveur qui oublie ta commande, au lieu de râler, respire et rappelle-toi. Ce moment ne dépend pas de moi, mais ma patience, si. Ces micro-entraînements préparent ton mental au plus grand défi. Un jour, face à une vraie crise, tu réaliseras que tu as déjà développé les réflexes pour garder la tête froide. Attention, cela ne signifie pas devenir passif. Si une injustice te révolte, agis, mais uniquement sur ce que tu peux réellement influencer. Manifeste.
signe une pétition, parle autour de toi. Mais si malgré tes efforts, rien ne change, ne laisse pas cette impuissance te ronger. Le stoïcien combat ce qu'il peut changer, accepte ce qu'il ne peut pas, et possède la sagesse de distinguer les deux. Au final, cette habitude est un antidote au stress moderne. Elle t'apprend à investir ton énergie là où elle porte vraiment, au lieu de la gaspiller en vaines inquiétudes. Comme un jardinier sage qui arrose ses plantes au lieu de maudire la sécheresse, tu deviens plus efficace, plus serein, plus libre. Et dans un monde chaotique, c'est peut-être la plus précieuse des libertés. Habitude 7. Présence à l'instant comme remède à l'anxiété. La plupart de nos souffrances mentales viennent d'un esprit qui voyage sans cesse entre le passé et le futur. Nous ruminons ce qui aurait pu être différent, nous anticipons des scénarios catastrophes, et pendant ce temps, la vie réelle, celle qui se déroule ici et maintenant, nous échappe. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais profonde. Le présent est le seul moment où nous pouvons véritablement vivre, choisir et agir. Tout le reste n'est qu'illusion mentale. Prends une seconde pour observer ta respiration. Sens l'air qui entre et sort de tes narines, le mouvement de ta poitrine. Pendant ces quelques instants, où étaient tes soucis? Probablement nulle part. C'est toute la puissance de la présence. Quand nous ancrons notre attention dans l'instant, l'anxiété perd son emprise. Nous ne sommes plus victimes de nos pensées, mais simplement témoins de ce qui est. Le matin, en te brossant les dents, au lieu de laisser ton esprit vagabonder vers la journée à venir, concentre-toi sur la sensation de la brosse sur tes dents, le goût du dentifrice, le bruit de l'eau. Ce moment banal devient soudain une expérience riche et vivante. C'est ça, la pratique stoïcienne de la présence. Transformer les routines en occasion de revenir à soi, d'apprécier pleinement le fait d'être en vie. Manger en pleine conscience est un autre exercice puissant. Combien de repas avalons-nous machinalement, le regard sur notre téléphone ou perdu dans nos pensées? Prends le temps de vraiment goûter chaque bouchée, d'observer les couleurs dans ton assiette, de ressentir la texture des aliments. Non seulement tu profiteras davantage de ton repas, mais tu entraîneras ton esprit à se libérer du mode pilote automatique qui domine trop souvent nos vies. Quand une émotion difficile surgit, colère, tristesse, frustration, au lieu de t'identifier à elle ou de chercher à la fuir, essaie cette approche stoïcienne. Observe-la comme un phénomène temporaire dans ton corps. Où la sens-tu? Comment se manifeste-t-elle? En développant cette capacité d'observation neutre, tu crées un espace entre toi et l'émotion. Tu réalises que tu n'es pas cette émotion, mais la conscience qui l'accueille. Marcher peut devenir une méditation en mouvement. Plutôt que de te rendre au travail en pensant à tout ce que tu dois faire, sens tes pieds qui touchent le sol, l'air sur ta peau, les sons autour de toi. Chaque pas est une occasion de revenir au moment présent. Les stoïciens pratiquaient cela comme un rappel constant. La vie n'est pas ailleurs, elle est ici, dans ce pas, puis dans le suivant. La présence transforme aussi nos relations. Combien de conversations avons-nous à moitié absents, déjà en train de préparer notre réponse? La prochaine fois que quelqu'un te parle, essaie d'écouter vraiment, sans jugement, sans anticipation. Observe son visage, le ton de sa voix. Tu découvriras que la qualité de tes échanges s'améliore radicalement quand tu offres ta pleine attention. Les tâches ménagères, souvent vues comme des corvées, deviennent des occasions de pratique. En lavant la vaisselle, sens la température de l'eau, le mouvement de tes mains. En rangeant, sois pleinement conscient de chaque geste. Ce qui semblait fastidieux devient alors une activité presque méditative, une façon de prendre soin de ton environnement et de ton esprit simultanément. Quand l'esprit s'échappe vers le futur, ce qui arrive inévitablement, ramène-le doucement au présent en utilisant tes sens. Que vois-tu en ce moment? Que entends-tu? Que sens-tu physiquement? Ces ancrages sensoriels sont comme des portes toujours ouvertes vers le moment présent. Plus tu les utilises, plus il devient naturel de vivre ici et maintenant. La présence n'exige pas de conditions particulières. Tu peux la pratiquer dans l'embouteillage comme dans ton canapé, au supermarché comme dans ton lit. Chaque instant est une opportunité de revenir à ce qui est réel, de quitter le monde des pensées pour habiter pleinement ton existence.
Et c'est dans cet espace de présence que tu découvriras une paix qui ne dépend ni du passé ni du futur, mais simplement du fait d'être, ici et maintenant, pleinement vivant. Le bruit constant de nos pensées ressemble souvent à une radio allumée en permanence. La pratique de la présence nous apprend à baisser le volume, à créer des moments de silence intérieur. Ces pauses ne sont pas de l'évasion, mais au contraire un retour à la réalité. En entraînant ton esprit à se concentrer sur l'instant, ne serait-ce que quelques respirations conscientes, tu développes la capacité de choisir où placer ton attention, plutôt que de la laisser errer au gré des soucis. Les enfants sont naturellement présents. Observe comme un petit de 3 ans peut être totalement absorbé par un caillou ou une flaque d'eau. Nous naissons avec cette capacité, puis nous l'oublions en grandissant. La bonne nouvelle, nous pouvons la retrouver. En nous autorisant à être pleinement dans ce que nous faisons, même les activités les plus simples, nous renouons avec cette qualité d'attention qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. La présence est particulièrement précieuse dans les moments difficiles. Face à la douleur physique ou émotionnelle, au lieu d'ajouter une couche de résistance mentale, pourquoi moi? Ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est d'observer simplement la sensation avec curiosité presque scientifique. Souvent, nous souffrons moins de la douleur elle-même que de notre refus de l'accepter. La présence nous apprend à traverser l'inconfort sans nous y perdre. Notre environnement moderne conspire contre notre capacité à être présent. Notifications, écrans, multitâches, tout est conçu pour fragmenter notre attention. Résister à ce conditionnement demande une intention délibérée. Commence par créer des zones sans distraction. Le repas du matin, les 10 premières minutes après ton retour à la maison, l'heure avant le coucher. Ces îlots de présence deviendront des sanctuaires dans ta journée. La nature est une alliée puissante pour cultiver la présence. Une promenade en forêt, l'observation des nuages, l'écoute du chant des oiseaux. Ces expériences nous ramènent naturellement à nos sens. Quand tu te sens dispersé, sors quelques minutes. Laisse le monde naturel, avec ses rythmes plus lents et ses cycles immuables, te rappeler à ce qui est essentiel et présent. La présence enrichit même les plaisirs simples. Un carré de chocolat mangé en pleine conscience devient une expérience bien plus intense que toute la tablette avalée distraitement. Une douche chaude peut se transformer en moment de gratitude quand on cesse de penser à la prochaine chose à faire pour simplement ressentir l'eau sur sa peau. Le stoïcisme nous invite ainsi à redécouvrir l'abondance qui se cache dans l'attention portée aux petites choses. Certains croient à tort que la présence nous empêche de planifier ou de réfléchir. Au contraire, en consacrant des moments spécifiques à être pleinement présents, nous libérons ensuite notre esprit pour qu'il soit plus clair et efficace quand nous choisissons de réfléchir au futur. La présence n'est pas l'absence de pensée, mais la capacité de ne pas être esclave de nos pensées. Les arts traditionnels, calligraphie, préparation du thé, arrangement floral, étaient souvent conçus comme des pratiques de présence. Chaque geste, exécuté avec une attention totale, devenait une méditation en action. Nous pouvons transposer cette approche à nos activités modernes. Taper un email, conduire, faire la vaisselle. Quand chaque action est accomplie avec présence, toute la vie devient une pratique. La présence a aussi un effet paradoxal sur notre perception du temps. Quand nous sommes complètement absorbés par ce que nous faisons, le temps semble parfois s'arrêter. Ces moments de flow, où nous oublions presque notre existence séparée, sont parmi les plus gratifiants de la vie. En cultivant la présence, nous multiplions les occasions d'accéder à cet état de grâce quotidien. Au final, pratiquer la présence, c'est apprendre à mourir à chaque instant pour renaître au suivant. C'est accepter que la vie n'est jamais ailleurs, jamais plus tard, mais toujours ici, maintenant, dans ce souffle, dans ce regard, dans ce cœur qui bat. Comme le disait Marc Aurèle, ne te promène pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. Cette urgence douce est peut-être le plus beau cadeau que le stoïcisme puisse nous offrir. La permission de vivre pleinement, sans attendre un futur hypothétique, la joie qui est déjà là, cachée dans l'instant présent. Habitude 8. Développer l'autodiscipline par les petites habitudes. Rome ne s'est pas construite en un jour, et une volonté forte ne se forge pas en une nuit.
Le secret des grands accomplissements réside souvent dans des actions insignifiantes en apparence, mais répétées avec une fidélité de métronome. Lire quelques pages chaque matin, prendre 5 minutes pour respirer consciemment, faire ce court exercice physique. Ces micro-actions sont les briques invisibles qui construisent une discipline à toute épreuve. Prends l'exemple d'une corde. Une seule fibre est fragile, mais des centaines tressées ensemble peuvent soulever des poids impressionnants. De la même manière, une seule journée de méditation ne transformera pas ta vie, mais 300 jours consécutifs, si. Le stoïcisme ne croit pas aux transformations spectaculaires, mais à l'accumulation silencieuse d'efforts constants qui, avec le temps, deviennent une seconde nature. Commence par choisir une habitude si simple qu'elle en semble ridicule. Boire un verre d'eau au réveil. Écrire 3 choses positives de la journée avant de dormir. Ces petits rituels ont un double pouvoir. Ils installent la mécanique de la discipline tout en prouvant à ton cerveau que tu es capable de tenir tes engagements. Chaque succès, aussi modeste soit-il, renforce ta confiance en ta propre volonté. L'autodiscipline stoïcienne n'a rien de punitive. Au contraire, c'est une forme profonde de respect envers soi-même. Quand tu décides de te coucher à une heure raisonnable, ce n'est pas une privation, c'est un cadeau que tu fais à ton futur moi du lendemain. Quand tu résistes à cette envie de procrastiner, tu n'es pas dans la restriction, mais dans l'affirmation de tes priorités. Cette subtile relecture change tout. La discipline devient alors un acte d'amour-propre. Les obstacles viendront, c'est inévitable. Des jours où tu n'auras pas le temps, où ta motivation sera au plus bas. C'est précisément dans ces moments que la magie opère. Tenir son engagement malgré tout, même en version minimale, 1 page au lieu de 10, 2 minutes de méditation au lieu de 5, c'est cela qui construit une volonté inébranlable. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, mais la persévérance. Un truc efficace. Associe ta nouvelle habitude à un élément déjà bien ancré dans ta routine. Méditer juste après le café du matin. Lire ces 10 pages juste avant de te brosser les dents le soir. Ces ancrages rendent l'habitude plus facile à adopter en profitant des automatismes existants. Petit à petit, l'action nouvelle devient aussi naturelle que son déclencheur. Observe comment les petites victoires quotidiennes influencent ton estime de toi. Chaque fois que tu respectes ton engagement envers toi-même, tu renforces l'image d'une personne fiable, digne de confiance. Cette confiance en soi, patiemment accumulée, se diffuse ensuite dans tous les domaines de ta vie. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui termine ce qu'il commence, et cette identité nouvelle devient un moteur puissant. La tentation sera grande, parfois, de vouloir en faire trop d'un coup. Résiste à cette impulsion. Mieux vaut une habitude modeste, mais tenue sur la durée qu'une liste ambitieuse abandonnée au bout d'une semaine. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi est comme un muscle. Elle se développe progressivement, par des charges adaptées, pas en soulevant des montagnes dès le premier jour. Au fil du temps, ces petites disciplines deviennent tes alliés. Elles ne demandent plus d'efforts conscients, mais font partie de qui tu es. Et quand surviennent les vraies tempêtes de la vie, cette structure interne te sert d'encre. Tu as appris à te faire confiance, à tenir bon malgré les vagues. C'est cela, la véritable liberté. Ne plus être esclave de ses humeurs passagères, mais capitaine de son propre navire. Imagine ton esprit comme un jardin. Les petites habitudes sont comme l'arrosage quotidien, invisibles sur le moment, mais essentielles pour que les plantes prospèrent. Sauter un jour semble sans conséquence, mais c'est justement cette régularité qui crée l'environnement où la volonté peut s'épanouir. Les stoïciens comprenaient que la discipline est avant tout une question de patience et de répétition, non de force brutale. Les recherches modernes en neurosciences confirment cette sagesse antique. Chaque fois que tu répètes une action vertueuse, tu renforces des connexions neuronales spécifiques. Avec le temps, ces chemins deviennent des autoroutes. Agir avec discipline devient plus facile que la procrastination. C'est la matérialisation scientifique d'un principe stoïcien. Nous sculptons notre caractère par nos actions répétées. Un piège courant est de mesurer son succès à des critères externes. Le véritable progrès stoïcien se trouve dans la fidélité à ton engagement, pas dans les résultats immédiats.
Avoir médité 5 minutes chaque jour sans exception compte plus que des heures sporadiques de pratique. C'est cette constance, même modeste, qui transforme profondément ton rapport à toi-même. Les jours où tout semble gris, où même les petites habitudes paraissent insurmontables, réduis encore tes ambitions. Une seule page. Une seule minute de respiration. L'important n'est pas la quantité, mais le maintien de la chaîne ininterrompue. Ces micro-victoires préservent ton élan et te rappellent que tu restes aux commandes, même dans les moments difficiles. La tentation de tout abandonner peut surgir après un échec. Tu as manqué un jour? Le stoïcisme propose une réponse radicale. Recommence immédiatement, sans autoflagellation. Comme Sénèque le conseillait, même si tu tombes 1000 fois, relève-toi 1001 fois. La discipline parfaite n'existe pas. La vraie force réside dans la reprise immédiate après un faux pas. Crée des rituels autour de tes petites habitudes pour les ancrer davantage. Allumer une bougie pour ta lecture du soir. Préparer ton tapis de méditation la veille. Ces petits préparatifs envoient un signal clair à ton cerveau. Cette action est importante, sacrée même. Peu à peu, sauter l'habitude te semblera aussi incongru qu'oublier de te laver les dents. Note tes progrès discrètement. Un calendrier où tu coches chaque jour accompli devient un témoin visuel de ta constance. Mais attention, le but n'est pas une chaîne parfaite qui peut devenir source de stress, mais la prise de conscience que chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer ta volonté. Associe tes petites habitudes à des plaisirs simples. Une tasse de ton infusion préférée pendant ta lecture. Ta musique favorite pour ta marche quotidienne. Le stoïcisme n'est pas austérité. En liant discipline et douceur, tu rends la pratique plus durable. La véritable maîtrise de soi inclut la capacité de se motiver avec bienveillance. Quand tu sens ta motivation faiblir, rappelle-toi le « pourquoi » profond derrière ton habitude. Ce n'est pas pour cocher une case, mais pour devenir la version la plus libre et accomplie de toi-même. Comme un athlète qui s'entraîne en pensant à la compétition, relie tes petites actions à la grande vision que tu as de ta vie. Avec le temps, tu découvriras un paradoxe merveilleux. Ce qui demandait effort devient source de joie. Ces pages qu'il fallait se forcer à lire deviennent un moment attendu. Cette méditation qui semblait une corvée se transforme en oasis quotidienne. La discipline, en cessant d'être lutte pour devenir rythme naturel, révèle alors sa vraie nature, non pas contrainte, mais expression la plus pure de l'amour de soi. Habitude 9. Memento mori, la mort comme moteur du sens. Imagine que chaque jour soit ton dernier. Pas pour avoir peur, mais pour vivre pleinement. Les stoïciens appelaient cela memento mori, se souvenir que la mort est inévitable. Cette pensée n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle t'oblige à te demander, si je disparaissais demain, est-ce que je regretterais la façon dont j'ai passé aujourd'hui? La mort n'est pas l'ennemi, c'est une rappelleuse silencieuse. Elle nous souffle à l'oreille, ne gaspille pas ton temps. Combien de minutes perdues dans des disputes futiles, des distractions vides ou des peurs imaginaires? Si tu savais que ton heure était comptée, est-ce que tu tergiverserais encore? Le stoïcisme nous apprend à agir, pas à attendre. Pense à tout ce que tu remets à plus tard. Ce projet qui te tient à cœur, cette conversation difficile que tu évites, ce moment de calme que tu ne t'accordes jamais. La mort pourrait frapper avant que tu aies commencé. Alors, pourquoi attendre? Elle n'est pas une menace, mais une incitation à vivre avec intensité, ici et maintenant. Certains croient que Memento Mori est triste. En réalité, c'est une source de joie. Quand tu acceptes que tout peut s'arrêter, chaque instant devient précieux. Le café du matin, le rire d'un ami, le soleil sur ta peau, rien n'est banal. La mort donne du relief à la vie, comme l'ombre met en valeur la lumière. Sans elle, tout serait plat, monotone. La procrastination est l'ennemi. Elle nous fait croire qu'on a du temps, alors qu'on ne possède que l'instant présent. Les stoïciens le savaient, demain n'est pas garanti. Alors, fais ce qui compte aujourd'hui. Pas demain, pas un jour. Si tu veux écrire, écris. Si tu veux changer, commence. La mort ne négocie pas,
Elle ne donne pas de seconde chance. Et si tu as peur de cette idée, c'est normal. Mais la peur peut être un guide. Elle te montre ce qui est important. Ce qui te terrifie, c'est peut-être justement ce que tu dois faire. La mort nous rappelle que nous sommes petits, mais pas impuissants. Nous ne contrôlons pas notre durée de vie, mais nous contrôlons comment nous la remplissons. Le stoïcisme ne propose pas de fuir la réalité, mais de la regarder en face. Oui, tu vas mourir. Moi aussi. Tout le monde aussi. Mais au lieu de t'angoisser, utilise cette vérité comme un carburant. Vis avec audace, avec amour, avec présence. Ne laisse pas les détails insignifiants voler ton énergie. Concentre-toi sur ce qui élève ton âme. Quand tu te réveilles, demande-toi, est-ce que je veux vraiment passer ma journée ainsi? Si la réponse est non, change quelque chose. La mort ne te dira pas dépêche-toi, mais choisis bien. Chaque minute est un vote pour la vie que tu veux mener. Alors, vote avec sagesse, avec passion, sans regret. En fin de compte, Memento Mori n'est pas une pensée sombre. C'est une clarté. C'est comprendre que la vie est courte, mais assez longue pour être vécue avec profondeur. Alors, souris, respire, agis. La mort n'est pas la fin du voyage, elle est ce qui donne son goût au voyage. Et ce goût, c'est à toi de le savourer. Alors, aujourd'hui, vis comme si c'était à la fois ton premier et ton dernier jour. Avec curiosité et gratitude. Avec courage et simplicité. Parce que chaque jour compte, mais seulement si tu décides qu'il compte. Le stoïcisme ne t'offre pas l'immortalité, mais quelque chose de mieux. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Imaginez que chaque matin en vous réveillant, on vous offrait 24 pièces d'or. Ces pièces représentent vos heures de la journée. Comment les dépenseriez-vous? Le Memento Mori nous rappelle que ces pièces sont limitées et qu'aucune banque au monde ne peut nous en prêter davantage. Les stoïciens voyaient le temps comme la seule richesse véritable. Aujourd'hui, combien de vos pièces allez-vous gaspiller dans des futilités? Combien allez-vous investir dans ce qui compte vraiment? La mort n'est pas seulement une fin, elle est aussi un merveilleux révélateur. Comme la lumière du soleil qui traverse une fenêtre et montre la poussière en suspension, la pensée de notre finitude révèle ce qui a vraiment de la valeur. Tout ce qui semble important dans l'obscurité, les rivalités, les possessions matérielles, les petites vanités, apparaît soudain dérisoire. Le Memento Mori agit comme ce rayon de lumière qui nous aide à distinguer l'essentiel du superflu dans notre vie quotidienne. Les anciens Romains avaient une coutume. Lorsqu'un général victorieux défilait dans Rome, un esclave se tenait derrière lui pour lui murmurer à l'oreille « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme ». Cette pratique ressemble étrangement au Memento Mori. Elle rappelait que tous les triomphes sont éphémères, que la gloire est fugace. Dans notre vie moderne, qui joue le rôle de cet esclave sage? Qui nous rappelle que nos succès comme nos échecs sont temporaires? Peut-être devrions-nous être cet esclave pour nous-mêmes. Regardez un sablier. Les grains de sable qui tombent ne peuvent jamais remonter. Pourtant, nous vivons souvent comme si notre sablier personnel pouvait être retourné à volonté. Je ferai ça demain. J'ai tout le temps. Plus tard, autant de mensonges que nous nous racontons. Le Memento Mori casse cette illusion. Il nous force à regarder le sable qui coule et à prendre des décisions en conséquence. Quel projet allez-vous commencer aujourd'hui, sachant que votre sablier continue inexorablement de se vider? La peur de la mort est souvent en réalité la peur de ne pas avoir assez vécu. C'est la terreur de regarder en arrière et de voir une succession de jours gaspillés. Le paradoxe, c'est que c'est justement cette peur qui nous pousse à gaspiller notre temps dans des distractions futiles. Les stoïciens proposent une solution radicale, affronter cette peur directement. En acceptant que notre temps est limité, nous trouvons enfin le courage de vivre pleinement plutôt que de fuir dans l'insignifiance. Pensez à votre routine matinale. Vous vous brossez les dents, vous prenez votre petit déjeuner, vous consultez vos messages. Maintenant, imaginez que c'est votre dernier matin. Ces mêmes actions prennent soudain une intensité extraordinaire. La chaleur du café, le goût du dentifrice, la lumière traversant la fenêtre, tout devient précieux.
Le memento mori ne consiste pas à penser constamment à la mort, mais à retrouver cette intensité de perception dans chaque moment ordinaire de la vie. Dans nos sociétés modernes, nous avons repoussé la mort dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Nous l'avons rendue invisible, comme si en ne la voyant pas, elle n'existait pas. Mais cette stratégie a un prix. Elle nous fait oublier la valeur du temps. Les cultures qui intègrent la mort dans la vie quotidienne, à travers des rituels, des célébrations, ont souvent une relation plus saine avec l'existence. Le memento mori est une façon de réintroduire cette sagesse dans nos vies surchargées et distraites. Certains croient que méditer sur la mort rend triste ou morbide. C'est tout le contraire. En reconnaissant que nos jours sont comptés, nous découvrons une joie plus profonde. Comme un voyageur qui apprécie davantage les derniers jours de son voyage, nous savourons chaque expérience avec plus d'intensité. La conscience de la mort ne diminue pas la vie. Elle l'enrichit, lui donne du relief, de la profondeur. C'est le secret que connaissaient tous les grands sages stoïciens. Prenons l'exemple d'une musique. Ce qui rend une mélodie belle, c'est précisément qu'elle a un début et une fin. Si elle durait éternellement, elle perdrait toute sa magie. Notre vie est comme cette musique. Le memento mori ne sert pas à nous rappeler que la musique s'arrêtera, mais à nous inciter à danser pendant qu'elle joue, à vivre chaque note, chaque variation, chaque silence entre les mesures. La mort donne à la vie son rythme et sa beauté. Demandez-vous, si vous appreniez que vous n'avez plus que 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous arrêteriez immédiatement de faire? Qu'est-ce que vous commenceriez? Maintenant, la question cruciale. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ces changements aujourd'hui? Le memento mori n'est pas un exercice macabre. C'est un outil pour éliminer tout ce qui nous empêche de vivre authentiquement. La mort, paradoxalement, devient alors notre meilleur conseiller pour une vie plus riche et plus alignée avec nos véritables valeurs. Habitude 10. Parler avec soi-même avec bienveillance. Notre esprit est constamment en conversation avec lui-même, mais trop souvent, cette discussion ressemble à un tribunal où nous jouons à la fois l'accusé et le procureur. Le stoïcisme nous invite à transformer ce dialogue en un conseil avisé, où la voix intérieure devient un mentor plutôt qu'un bourreau. Imagine comment tu parlerais à un ami cher qui traverse une difficulté. C'est cette même compassion que tu mérites de te donner. Quand tu commets une erreur, observe la différence entre « je suis nul, j'ai encore tout raté » et « cette situation m'apprend quelque chose d'important ». Le premier discours t'enfonce, le second te relève. La vérité est que nous avons tous des échecs, mais seuls ceux qui savent en parler avec bienveillance à eux-mêmes en sortent grandis. Ton pire ennemi n'est pas tes erreurs, mais la manière cruelle dont tu peux te les reprocher. Pratique cet exercice simple. Quand une pensée dure envers toi-même surgit, arrête-toi et reformule-la comme si tu parlais à ton meilleur ami. Je n'aurais jamais dû. Deviens, maintenant que c'est arrivé, comment puis-je réparer ou avancer? Ce léger décalage change tout. Tu passes du registre du jugement à celui de l'apprentissage, de la condamnation à la solution. Les stoïciens étaient maîtres dans l'art de recadrer les épreuves. Au lieu de te dire « pourquoi moi ?» Face à un revers, demande-toi « en quoi cette situation me rend-elle plus fort ?» ou « quelle qualité cette difficulté m'invite-t-elle à développer ?» Ces questions ne nient pas la douleur, mais elles t'empêchent de rester coincé dans le rôle de victime. Elles transforment l'obstacle en professeur. Ton cerveau est comme un jardin. Les pensées que tu y sèmes déterminent ce qui y pousse. Si tu cultives sans cesse des critiques acerbes, tu récolteras anxiété et doute. Si tu plantes des questions constructives, tu moissonneras résilience et sagesse. La bonne nouvelle, tu es le jardinier de ton esprit, et à chaque instant, tu peux choisir quelle graine y semer. Certains jours, particulièrement difficiles, tu auras besoin d'une phrase simple comme bouée de sauvetage. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai en ce moment, ou cette épreuve aussi passera, peuvent sembler banales, mais répétées avec conviction, elles deviennent des mantras puissants. Trouve les mots qui résonnent pour toi et garde-les précieusement dans ta boîte à outils émotionnels. Remarque comment ton discours intérieur influence tes émotions. Des mots comme « toujours »,« je rate toujours tout » ou « jamais »,« je n'y arriverai jamais » créent des prisons mentales. Remplace-les par des formulations plus nuancées.
pour l'instant, ça reste difficile ou je n'ai pas encore trouvé la solution. Ce simple ajustement linguistique ouvre la porte au changement et à l'espoir. La bienveillance envers soi-même n'est pas de l'auto-indulgence. Au contraire, c'est la condition nécessaire pour progresser vraiment. Un musicien qui se traite de nullité à chaque fausse note finira par abandonner. Celui qui se dit « cette erreur montre ce que je dois encore travailler » persévérera et s'améliorera. La sévérité paralyse, la bienveillance motive. Quand tu te surprends à être dur avec toi-même, demande-toi « est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou m'enfonce-t-elle davantage ?» Si c'était un ami qui te parlait ainsi, le supporterais-tu ? Ce filtre simple te permettra d'identifier et de désamorcer les discours intérieurs toxiques. Avec le temps, tu développeras une vigilance bienveillante qui corrigera automatiquement les pensées trop sévères. Le plus beau dans cette habitude, c'est qu'elle crée un cercle vertueux. Plus tu te parles avec bienveillance, plus tu développes de l'estime pour toi-même. Plus ton estime grandit, plus il te devient naturel d'être bienveillant. Et cette relation saine avec toi-même devient le fondement solide sur lequel tu peux construire une vie de sagesse et de paix intérieure, selon les principes du stoïcisme. Notre dialogue intérieur façonne notre réalité bien plus que nous ne l'imaginons. Deux personnes vivant la même situation peuvent en faire des expériences radicalement différentes selon ce qu'elles se racontent. Le stoïcisme nous apprend à devenir les auteurs conscients de ce récit intime, à choisir des mots qui élèvent plutôt qu'ils n'écrasent. Cette maîtrise du langage intérieur est l'une des libertés les plus précieuses. Les enfants apprennent à se parler en écoutant comment les adultes s'adressent à eux. Si tu as grandi dans un environnement critique, tu as peut-être intériorisé cette voix sévère. La bonne nouvelle, il est toujours possible de réapprendre. Commence par noter tes pensées automatiques, puis réécris-les avec plus de nuances et de gentillesse. Petit à petit, tu reprogrammeras ton paysage mental. Dans les moments de stress intense, notre dialogue intérieur a tendance à se radicaliser. C'est précisément dans ces instants qu'il est crucial de respirer profondément et d'introduire un peu de raison dans le discours. Je panique en ce moment, mais cela ne reflète pas toute la réalité. Ou je ressens cela fortement, mais les émotions sont passagères, peuvent rétablir un peu d'équilibre. La nuit est souvent le moment où nos pensées les plus dures émergent. Si tu te réveilles avec un monologue intérieur angoissé, lève-toi, bois un verre d'eau et reformule tes pensées à voix haute. Entendre ta voix prononcer des mots plus mesurés a un pouvoir apaisant immédiat. Les stoïciens pratiquaient souvent cet exercice au réveil pour commencer la journée du bon pied. Crée un kit de secours, de phrases bienveillantes adaptées à tes défis récurrents. Si tu tends à douter de tes capacités, prépare « J'ai surmonté des défis avant, je peux le faire à nouveau ». Si tu crains l'échec, chaque erreur est une marche vers la maîtrise. Ces phrases, répétées comme des mantras, deviendront des réflexes dans les moments difficiles. La bienveillance envers soi inclut aussi reconnaître ses progrès. Trop souvent, nous oublions de nous féliciter pour les petites victoires. Prends l'habitude de terminer ta journée en notant non seulement ce que tu as appris, mais aussi ce dont tu peux être fier. Ce rituel positif rééquilibre naturellement le discours intérieur. Quand une autocritique surgit, demande-toi, est-ce factuel ou interprétation ? J'ai oublié cet élément important. Factuel est très différent de « je suis négligent », interprétation. Les stoïciens insistaient sur l'importance de distinguer les faits bruts des jugements que nous y ajoutons. Cette clarté préserve notre estime. Entraîne-toi à repérer les pensées absolutistes, « je dois toujours »,« il ne faut jamais ». Ces exigences rigides sont des sources de souffrance inutiles. Remplace-les par des formulations plus flexibles, « je préfère » ou dans l'idéal, « je ». Ce léger assouplissement mental réduit considérablement la pression intérieure. Quand tu accomplis quelque chose de bien, prends le temps de te le reconnaître intérieurement. Pas par orgueil, mais par justice envers toi-même. J'ai bien géré cette situation difficile, ou j'ai fait preuve de patience aujourd'hui. Ces reconnaissances silencieuses nourrissent une image de soi équilibrée et réaliste. Au final,
Ce dialogue bienveillant est le terreau dans lequel pousse la version la plus sage et la plus forte de toi-même. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter davantage et parler moins. Applique ce principe à ton monde intérieur. Écoute tes émotions avec bienveillance, puis réponds avec la sagesse calme d'un guide qui te veut du bien. C'est ainsi que l'on construit, jour après jour, une paix intérieure inébranlable.